Depuis des siècles, l'humanité se perd dans l'agitation. Elle accumule les projets sans les terminer. Elle rêve d'objectifs grandioses qu'elle abandonne à la première difficulté. Elle court dans toutes les directions, convaincue que la vitesse compense l'absence de cap. Mais au fond, rien ne change. Les jours se ressemblent. Le temps file. Et les objectifs restent des mirages au loin, toujours poursuivis, jamais atteints. Pourtant, il existe une sagesse ancienne qui ne promet pas de formule magique ni de raccourcis miraculeux. Une philosophie née sous les portiques d'Athènes il y a plus de 2000 ans qui enseigne quelque chose de révolutionnaire. La concentration n'est pas une question de discipline forcée, mais de clarté intérieure. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Elle a guidé des empereurs qui gouvernaient le monde, des esclaves qui n'avaient rien, des penseurs qui cherchaient la vérité. Tous avaient compris un principe simple mais dévastateur. Ce n'est pas le monde qui te distrait, c'est ton esprit qui se disperse. Marc Aurèle méditait chaque matin sur ses priorités. Sénèque structurait ses journées avec une rigueur militaire. Épictète enseignait que la liberté commence par le choix conscient de ce qui mérite ton attention. Il vivait dans un monde sans smartphone, sans réseaux sociaux, sans notifications. Et pourtant, ils affrontaient les mêmes batailles intérieures que toi aujourd'hui. La procrastination, la dispersion, l'impression de courir sans avancer, la frustration de voir le temps s'échapper sans laisser de traces. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui rend accessible la sagesse des anciens à ceux qui refusent de se perdre dans le bruit du monde moderne. Je suis convaincu que les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des outils pour aujourd'hui, pour toi, pour quiconque veut reprendre le contrôle de son temps et de ses ambitions. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 14 règles stoïciennes qui vont transformer ta relation au temps, aux objectifs, à la concentration. Ce ne sont pas des astuces superficielles de productivité. Ce sont des principes profonds qui vont restructurer ta manière de penser, d'agir, de vivre. Si tu as déjà ressenti cette frustration de ne jamais terminer ce que tu commences, si tu t'es déjà demandé où passe ton temps, si tu cherches une méthode qui ne repose pas sur la motivation, mais sur quelque chose de plus solide, alors reste jusqu'au bout. Et si cette vision résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à marcher sur ce chemin de la maîtrise intérieure. Rejoins-nous. Le stoïcisme ne te promet pas que tout sera facile. Il ne te dit pas que tes objectifs se réaliseront par magie. Mais il te donne quelque chose de plus précieux. Une méthode pour ne plus perdre de temps à courir dans le vide, pour concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment, pour avancer avec une clarté que peu possède. C'est une philosophie pour ceux qui ont compris que la vraie bataille n'est pas contre les distractions extérieures, mais contre la confusion intérieure. Dans un monde qui vénère la vitesse, le stoïcisme enseigne la direction. Là où tout le monde crie plus vite, plus fort, plus visible, le sage répond, plus clair, plus concentré, plus essentiel. Car celui qui connaît sa destination avance même lentement, tandis que celui qui court sans cap reste toujours au même endroit. Et c'est précisément cette clarté directionnelle que nous allons construire ensemble, règle après règle. La première règle que les stoïciens enseignaient avant toute chose, c'est celle-ci. Tu ne peux pas atteindre une destination si tu ne sais pas où tu vas. Cela semble évident, presque trop simple. Pourtant, observe ta vie honnêtement. Combien de tes journées sont guidées par une direction claire? Combien de tes actions servent un objectif défini? La plupart d'entre nous vivons en mode réactif, répondant aux urgences des autres, suivant les injonctions du moment, surfant sur les vagues sans jamais choisir notre cap. Marc Aurèle écrivait chaque matin dans son journal personnel. Il se rappelait pourquoi il se levait. Il définissait ce qui méritait son attention ce jour-là. Pas dans 10 ans, pas l'année prochaine. Aujourd'hui, cette pratique n'était pas de la planification obsessive. C'était de la clarification existentielle. Il savait que l'esprit humain, laissé sans direction, se perd dans 1000 chemins qui ne mènent nulle part. Imagine cette scène, tu te réveilles. Tu prends ton téléphone. Tu scrolles. 20 minutes passent. Tu n'as rien fait de ta journée et déjà ton esprit est fragmenté. Tu as absorbé des dizaines d'informations qui ne te servent à rien. Ton attention a été volée avant même que tu aies eu le temps de la diriger consciemment. C'est exactement ce que Sénèque dénonçait il y a 2000 ans. L'homme qui appartient à tout le monde n'appartient à personne, et surtout pas à lui-même. Définir ta destination, ce n'est pas écrire une liste de rêves vagues. C'est identifier avec une clarté brutale ce que tu veux vraiment. Pas ce que tes parents veulent. Pas ce que la société attend. Pas ce qui impressionnerait sur les réseaux. Mais ce qui, au fond de ton âme, mérite que tu consacres tes jours limités sur cette terre. Les stoïciens divisaient les objectifs en deux catégories. Ceux qui dépendent de toi et ceux qui n'en dépendent pas. Cette distinction est capitale.
Si ton objectif est de devenir riche, tu as déjà perdu, car la richesse ne dépend pas entièrement de toi. Elle dépend du marché, de la chance, des circonstances. Mais si ton objectif est de travailler avec excellence chaque jour, d'améliorer tes compétences, de créer de la valeur, alors tu es libre. Car cela ne dépend que de toi. Épictète enseignait à ses élèves cette discipline mentale. Avant de poursuivre quoi que ce soit, demande-toi si cela dépend de toi. Si la réponse est non, libère ton esprit. Ne gaspille pas ton énergie à désirer ce qui échappe à ton contrôle. Concentre toute ta puissance sur ce qui est entre tes mains. Cette règle à elle seule transforme tout. Tu passes de la victime des circonstances au maître de ton royaume intérieur. Prenons un exemple concret. Tu veux réussir ton examen. Si tu fais de la note finale ton objectif, tu seras anxieux, car elle ne dépend pas entièrement de toi. Il y a les questions posées, l'humeur du correcteur, 1000 variables. Mais si tu fais de ta préparation exemplaire ton objectif, alors tu es serein. Tu contrôles tes heures d'études, ta concentration, ta discipline. Le résultat devient une conséquence, pas une obsession. Définir ta destination exige aussi de l'honnêteté. Beaucoup de gens prétendent vouloir des choses qu'ils ne veulent pas vraiment. Ils disent vouloir être riches, mais refusent les sacrifices. Ils disent vouloir être en forme, mais ne changent rien à leur alimentation. Ils disent vouloir créer, mais ne créent jamais. Le stoïcien ne se ment pas. Il regarde en face ce qu'il veut vraiment, et si ce qu'il veut ne vaut pas le prix, il l'abandonne sans regret. Marc Aurèle se posait cette question chaque soir. Ai-je avancé aujourd'hui vers ce qui compte vraiment, ou ai-je simplement rempli ma journée d'agitation? Cette question est une lame. Elle tranche l'illusion du mouvement sans direction, car tu peux courir toute ta vie et rester au même endroit si tu ne sais pas où tu vas. Alors avant de parler de discipline, de concentration, de méthode, pose-toi cette question fondamentale. Où est-ce que je vais? Quelle est ma destination? Et sois précis. Pas dans le vague. Pas dans le confortable. Écris-le. 3 objectifs maximum. Pas 30. 3. Ceux qui, si tu les atteignais, rendraient cette année mémorable. Ceux qui, si tu mourais demain, te feraient dire que tu as vécu avec intention. La clarté de la destination n'est pas le début du voyage. C'est le voyage lui-même. Parce que quand tu sais où tu vas, chaque pas a du sens. Chaque effort devient une contribution. Chaque sacrifice est accepté avec joie car il sert un cap que tu as choisi. Et dans un monde où tout le monde court dans toutes les directions, celui qui marche droit vers son étoile possède une puissance que rien ne peut arrêter. Une fois ta destination définie, la deuxième règle stoïcienne entre en jeu, élimine l'inutile. Cette règle semble simple, presque banale, mais elle est révolutionnaire parce qu'elle attaque directement le mensonge le plus répandu de notre époque. L'idée que tu peux tout faire, tout avoir, tout être. C'est faux. Et cette illusion te tue lentement. Les stoïciens vivaient selon un principe radical. Moins, mais mieux. Sénèque écrivait que l'homme qui possède trop de choses est en réalité possédé par elles. Il ne parlait pas seulement d'objets matériels. Il parlait de projets, de relations, d'engagement, d'informations. Tout ce qui encombre ton esprit sans servir ta destination est un parasite. Il te vole de l'énergie, du temps, de la clarté. Et la plupart du temps, tu ne t'en rends même pas compte. Regarde ta vie aujourd'hui. Combien d'applications as-tu sur ton téléphone que tu n'utilises jamais? Combien d'abonnements paies-tu pour des services que tu as oubliés? Combien de projets as-tu commencé et abandonnés, laissant derrière eux une traînée de culpabilité? Combien de relations maintiens-tu par obligation, sans joie ni sens? Tout cela, c'est du bruit. Et le bruit empêche la concentration. Marc Aurèle avait une méthode simple pour éliminer l'inutile. Il se demandait, si je ne faisais pas cela, est-ce que quelque chose d'important changerait? Si la réponse était non, il ne le faisait pas. Cette question est brutale parce qu'elle force l'honnêteté. La plupart de tes activités quotidiennes ne résisteraient pas à cette question. Tu les fais par habitude, par peur du jugement, par ennui. Pas parce qu'elles servent ta vie. Imagine cette situation. Tu reçois une invitation à un événement. L'ancien toi aurait dit oui par politesse, par peur de rater quelque chose, par besoin d'être aimé. Le toi stoïcien se pose la question. Est-ce que cet événement sert ma destination? Est-ce qu'il nourrit mes objectifs ou m'en éloigne? Si la réponse est non, tu déclines. Sans justification excessive. Sans culpabilité. Ton temps est précieux. Chaque heure que tu donnes à l'inutile, c'est une heure volée à l'essentiel. L'élimination de l'inutile commence par les distractions numériques. Tu sais déjà de quoi je parle. Les réseaux sociaux. Les séries en rafale. Les actualités infinies. Les vidéos sans fin.
Ton cerveau a été piraté par des algorithmes conçus pour capturer ton attention. Ces technologies ne sont pas neutres. Elles sont construites pour créer une dépendance. Et tu es la proie. Les stoïciens n'avaient pas de smartphone, mais ils comprenaient le principe de la dépendance. Ils savaient que l'homme peut devenir esclave de n'importe quoi. L'alcool, le sexe, la gloire, l'approbation. Aujourd'hui, tu es l'esclave de l'écran. Et tant que tu ne brises pas cette chaîne, tu ne seras jamais libre de te concentrer. Alors voici un exercice stoïcien moderne. Prends ton téléphone maintenant. Supprime toutes les applications qui ne servent pas directement tes 3 objectifs principaux. Oui, toutes. Tu as peur de rater quelque chose? C'est précisément cette peur qui te maintient prisonnier. Le stoïcien sait que ce qui est vraiment important viendra à lui sans qu'il ait besoin de le chercher. Le reste, c'est du bruit. Ensuite, élimine les engagements toxiques. Combien de fois as-tu dit oui alors que tout ton être criait non? Combien de projets traînes-tu par culpabilité, sachant pertinemment que tu ne les finiras jamais? Coupe. Aujourd'hui, envoie les messages difficiles. Annule les rendez-vous qui ne servent à rien. Libère-toi de ce poids mort qui te freine sans que tu t'en rendes compte. Sénèque racontait qu'il avait passé des années à fréquenter des gens qu'il n'aimait pas, à participer à des événements qui l'ennuyaient, simplement parce qu'il croyait que c'était ce qu'un homme de sa position devait faire. Puis un jour, il a compris. Il a coupé. Brutalement. Il a choisi la solitude productive plutôt que la compagnie stérile. Et sa vie a changé. L'élimination de l'inutile, c'est aussi éliminer les pensées parasites. Ton esprit produit des milliers de pensées chaque jour. La plupart sont inutiles. Des ruminations sur le passé, des anxiétés sur le futur, des jugements sur les autres, des comparaisons qui te détruisent. Marc Aurèle disait que l'homme est troublé non par les choses, mais par les opinions qu'il en a. Apprends à identifier ces pensées inutiles et à les laisser passer comme des nuages. Ne les nourris pas, ne les combats pas, observe-les et retourne à ce qui compte. Il y a une liberté immense dans l'élimination. Quand tu ne portes plus le poids de l'inutile, tu avances plus vite, plus loin, plus sereinement. Chaque chose que tu retires de ta vie crée de l'espace. Et dans cet espace, la concentration peut enfin s'installer. Car la concentration n'est pas une capacité mystérieuse réservée au génie. C'est simplement le résultat d'un esprit débarrassé du superflu. Alors fais l'inventaire aujourd'hui. Liste tout ce qui occupe ta vie. Tes engagements, tes relations, tes activités, tes pensées récurrentes. Puis applique la règle stoïcienne. Est-ce que cela sert ma destination? Si oui, garde et intensifie. Sinon, coupe sans pitié. Car dans cette élimination radicale réside le secret de tous ceux qui accomplissent de grandes choses. Ils ne sont pas plus talentueux que toi, ils sont simplement plus concentrés. Et cette concentration vient du courage d'éliminer tout ce qui ne compte pas. La 3e règle stoïcienne est peut-être la plus difficile à accepter dans notre société moderne. Un seul objectif à la fois. Pas 3, pas 10. 1. Cette règle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. On t'a dit que le multitâche est une compétence, que tu dois être polyvalent, que la diversification est une force. Mensonge. Le multitâche est un mythe. Ce que tu appelles multitâche, c'est simplement du passage rapide d'une tâche à l'autre, et chaque changement te coûte de l'énergie, de la clarté, de la profondeur. Marc Aurèle gouvernait l'Empire romain. Il gérait des guerres, des complots, des crises économiques, des catastrophes naturelles. Et pourtant, il écrivait « Concentre-toi sur la tâche présente comme si c'était la dernière chose que tu feras dans ta vie ». Il ne parlait pas de tout faire en même temps. Il parlait de donner toute ton attention à une chose, puis de passer à la suivante. Cette discipline mentale de l'attention unique est ce qui fait la différence entre l'agitation stérile et l'efficacité profonde. Observe ta journée typique. Tu commences un rapport. Une notification arrive. Tu lis un message. Tu reviens au rapport. Tu penses à un autre projet. Tu ouvres un nouvel onglet. Tu cherches quelque chose sur Internet. Tu te perds dans un article. Tu reviens au rapport. Ton esprit est fragmenté en 1000 morceaux. À la fin de la journée, tu es épuisé, mais tu n'as rien accompli de significatif. C'est le piège du multitâche, l'illusion du mouvement sans la réalité du progrès. Les stoïciens comprenaient que l'esprit humain n'est pas fait pour la division, mais pour la concentration. Quand tu donnes toute ton attention à une seule chose, tu entres dans un état que les psychologues modernes appellent le flow. Un état de conscience où le temps disparaît, où l'effort devient plaisir, où la performance atteint son sommet. Mais cet état est impossible si ton esprit saute d'une chose à l'autre comme un singe dans une forêt. Sénèque racontait l'histoire d'un homme qui possédait 100 champs mais n'en cultivait aucun correctement. Ses récoltes étaient médiocres partout parce que son attention était dispersée.
Compare-le à l'homme qui possède un seul champ, mais qui le cultive avec excellence. Sa récolte dépasse celle de l'homme aux 100 champs. C'est une métaphore pour ta vie. Tu peux avoir 100 projets médiocres ou un projet excellent. Le choix t'appartient. Alors comment appliquer cette règle concrètement? Commence par identifier ton objectif principal pour cette semaine. Pas 3. 1. Celui qui, s'il était accompli, rendrait cette semaine réussie. Ensuite, organise tes journées autour de cet objectif unique. Dédie les premières heures de ta matinée, quand ton esprit est le plus frais, à faire avancer cet objectif. Pas à répondre aux emails. Pas à consulter les nouvelles. À travailler sur ton objectif. Épictète enseignait un exercice simple mais puissant. Avant de commencer quoi que ce soit, dis-toi mentalement « Je vais maintenant faire ceci, et seulement ceci ». Cette déclaration interne crée une ancre. Elle dit à ton esprit que tu as choisi cette activité consciemment, que tu n'es pas en train de dériver, que tu diriges ton attention avec intention. Prends l'exemple d'un écrivain. S'il essaie d'écrire tout en vérifiant ses emails, en pensant à sa prochaine réunion, en écoutant des podcasts, il produira un texte médiocre. Mais s'il ferme tout, s'il déconnecte, s'il se donne entièrement à l'écriture pendant 2 heures, il produira quelque chose de profond. La qualité n'est jamais le fruit de la dispersion. Elle naît toujours de la concentration. Il y a un test simple pour savoir si tu respectes cette règle. Quand tu travailles sur quelque chose, es-tu capable de ne penser qu'à ça? Ou ton esprit s'évade-t-il constamment vers d'autres préoccupations? Si tu penses à 3 choses en même temps, tu n'es pas concentré, tu es distrait. Et la distraction est l'ennemi mortel de la réalisation. Marc Aurèle utilisait une technique que tu peux adopter dès aujourd'hui. Il se demandait « Quelle est la seule chose que je peux faire maintenant qui rendra tout le reste plus facile ou inutile ?» Cette question force la priorisation extrême. Elle t'oblige à identifier l'action décisive, celle qui a le plus d'impact. Et une fois identifiée, tu la fais. Complètement. Sans distraction. Beaucoup de gens confondent être occupé avec être productif. Ils sont fiers de leur agenda surchargé, de leurs multiples projets, de leur emploi du temps impossible. Mais les stoïciens savaient que l'agitation n'est pas une vertu. Sénèque écrivait que certains hommes sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de vivre. Ils passent leur vie à courir sans jamais s'arrêter pour se demander où ils vont. Toi, tu vas faire différemment. Tu vas choisir un objectif. Un seul. Et tu vas lui donner toute ton énergie jusqu'à ce qu'il soit accompli. Puis tu passeras au suivant. Cette discipline séquentielle, plutôt que simultanée, te donnera une puissance que peu possède. Pendant que les autres dispersent leurs forces sur 10 fronts, toi tu concentres toute ta puissance sur un seul point. Et ce point cède. Toujours. Il y a une raison pour laquelle les grands réalisateurs de ce monde semblent obsessionnels. Ce n'est pas une pathologie, c'est une stratégie. Ils ont compris qu'on ne construit rien de grand avec une attention fragmentée. On construit des cathédrales pierre après pierre, avec une attention totale à chaque pierre posée. Et c'est exactement ce que tu vas faire avec tes objectifs. Alors arrête de jongler. Arrête de prétendre que tu peux tout faire en même temps. Choisis un objectif, un projet, une priorité, et donne-toi à cette chose comme si ta vie en dépendait. Parce que d'une certaine manière, elle en dépend. Chaque jour que tu passes dans la dispersion est un jour volé à ta destination. Et le temps, contrairement à l'argent, ne revient jamais. La 4e règle stoïcienne est celle que peu osent appliquer parce qu'elle exige un courage rare. Agis maintenant, pas demain. La procrastination n'est pas une faiblesse de volonté. C'est une stratégie d'évitement de la peur. Tu remets à demain non pas parce que tu manques de temps, mais parce que tu as peur de l'effort, de l'échec, du jugement. Et cette peur, si tu ne la confrontes pas, deviendra ta prison. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Deviens-le ». Cette phrase résume tout le génie de l'action stoïcienne. Arrête de planifier, de préparer, de réfléchir indéfiniment. Commence. Même si tu n'es pas prêt. Même si tu as peur. Même si tu doutes. L'action crée la clarté que la réflexion ne donnera jamais. Combien de projets as-tu remis à plus tard? Combien de rêves attendent le bon moment? Combien d'objectifs restent écrits sur des listes sans jamais se transformer en réalité? Le stoïcien sait qu'il n'y a pas de bon moment. Il y a maintenant ou jamais. Le temps ne s'améliore pas. Les conditions ne deviennent pas parfaites. C'est maintenant, avec ce que tu as, où tu es, que tu dois commencer. Sénèque racontait qu'il voyait des hommes passer leur vie à se préparer à vivre. Ils attendaient d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de connaissances. Mais ce moment n'arrive jamais. Parce que la préparation infinie est une forme de fuite.
Tu te caches derrière l'excuse de ne pas être prêt pour éviter la confrontation avec ta propre médiocrité initiale. Mais voici la vérité que les stoïciens connaissaient. Tu ne seras jamais prêt. Tu apprends en faisant, pas en préparant. Imagine cette scène. Tu veux écrire un livre. Tu as l'idée. Tu as le temps. Mais tu ne commences pas. Tu dis que tu dois d'abord lire plus, t'entraîner, trouver l'inspiration. Des mois passent. Des années. Le livre reste non écrit. Le toi stoïcien fait différemment. Tu ouvres un document vierge. Tu écris la première phrase. Elle est mauvaise. Two continues. La deuxième est pire. Tu persistes. Parce que tu sais qu'on ne peut pas éditer une page blanche. L'action imparfaite bat l'inaction parfaite. Toujours. Les stoïciens enseignaient qu'il y a 3 temps. Le passé qui n'existe plus, le futur qui n'existe pas encore, et le présent qui est le seul temps réel. Quand tu procrastines, tu vis dans un futur imaginaire où tout sera plus facile. Mais ce futur n'arrive jamais. Il y a toujours un obstacle, toujours une excuse. Le présent est le seul moment où tu peux agir. Alors agis. Épictète avait un exercice radical pour ses élèves. Il leur disait « Imagine que tu vas mourir demain. Qu'est-ce qui devient urgent? Qu'est-ce qui devient inutile ?» Cet exercice de la mort imminente n'est pas morbide. C'est un antidote contre la procrastination. Quand tu réalises que ton temps est compté, que chaque jour pourrait être le dernier, tu arrêtes de remettre les choses importantes à demain. La procrastination se nourrit de l'illusion du temps infini. Tu penses que tu auras toujours demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Mais Marc Aurèle te rappellerait que tu ne contrôles rien de tout cela. Tu pourrais mourir ce soir. Un accident, une maladie. La mort ne négocie pas. Elle ne prévient pas. Et quand elle viendra, tu regretteras chaque projet remis à plus tard, chaque conversation évitée, chaque risque non pris. Alors voici l'exercice stoïcien que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Prends ton objectif principal, celui que tu remets depuis des semaines, des mois peut-être, et fais la première action, maintenant. Pas dans 1 heure. Maintenant. Ferme cette vidéo si tu dois. Envoie le premier email. Écris la première ligne. Passe le premier coup de fil. Fais le premier pas. Peu importe qu'il soit petit. Peu importe qu'il soit imparfait. Fais-le. Il y a une magie dans l'action immédiate. Elle brise l'inertie. Une fois que tu as commencé, continuer devient plus facile. C'est la première poussée qui demande le plus d'énergie. Ensuite, l'élan te porte. Mais tu ne découvriras jamais cet élan si tu ne commences jamais. Sénèque disait qu'il est plus facile de résister au début qu'à la fin. Il parlait des mauvaises habitudes, mais le principe s'applique aussi à la procrastination. Plus tu attends, plus c'est difficile de commencer. Le projet grandit dans ton esprit. Il devient monstrueux. Tu te convaincs qu'il faudra des heures, des jours pour s'y mettre. Alors tu repousses encore. Mais si tu commences maintenant, tu découvres que ce n'était pas si terrible. Que le monstre n'existait que dans ta tête. La procrastination est aussi liée au perfectionnisme. Tu ne commences pas parce que tu veux que ce soit parfait dès le départ. Mais les stoïciens savaient que le perfectionnisme est une forme d'orgueil. Tu veux être admiré. Tu veux impressionner. Tu as peur du jugement. Alors tu préfères ne rien faire plutôt que de montrer quelque chose d'imparfait. Mais en faisant cela, tu ne protèges pas ta réputation. Tu la détruis. Parce que celui qui ne crée jamais rien n'a aucune réputation à protéger. Marc Aurèle se fichait du jugement des autres. Il écrivait pour lui-même, pas pour être publié. Ses pensées n'étaient jamais destinées à être lues. Et pourtant, ce sont elles qui ont traversé les siècles. Parce qu'elles étaient authentiques, imparfaites, humaines. Si Marc Aurèle avait attendu d'avoir des pensées parfaites avant de les noter, nous n'aurions rien de lui aujourd'hui. Tu dois accepter que ton premier essai sera mauvais, que tes débuts seront embarrassants, que tu vas échouer, trébucher, te tromper. Mais c'est dans ces échecs que tu apprends. Épictète était d'accord. Tout art, toute habileté s'acquiert par l'exercice répété. Tu ne peux pas être bon sans d'abord être mauvais. Et tu ne peux pas être mauvais si tu ne commences jamais. Alors brise le cycle aujourd'hui. Arrête de planifier ta vie. Commence à la vivre. Arrête de rêver de ce que tu pourrais faire. Fais-le. Le monde n'a pas besoin de tes intentions. Il a besoin de tes actions. Et toi, tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de courage. Le courage de commencer maintenant, même si tu n'es pas prêt, même si tu as peur, même si tu doutes. Parce que c'est dans l'action que naît la confiance, pas dans la préparation. La 5e règle stoïcienne transforme ta relation au temps. Protège ton matin comme un territoire sacré.
Les premières heures de ta journée déterminent tout le reste. C'est là que ton esprit est le plus clair, ton énergie la plus haute, ta volonté la plus forte. Et c'est précisément pour cela que le monde essaie de te les voler. Ton téléphone vibre, les emails arrivent, les urgences des autres t'envahissent. Et avant même d'avoir vécu pour toi, tu as déjà vécu pour le monde. Marc Aurèle se levait avant l'aube. Pas parce qu'il était empereur et qu'il avait 1000 tâches, mais parce qu'il savait que ces heures silencieuses avant que le monde ne s'éveille étaient les plus précieuses. Il méditait, il réfléchissait à ses principes, il se préparait mentalement aux défis de la journée. Cette routine matinale n'était pas une option. C'était une nécessité existentielle. Sans elle, il serait devenu réactif, ballotté par les événements. Avec elle, il restait le maître de sa journée. Regarde ta propre matinée. À quelle heure te lèves-tu? Quelle est la première chose que tu fais? Si tu prends ton téléphone avant même de sortir du lit, tu as déjà perdu. Ton esprit encore endormi absorbe les nouvelles, les messages, les notifications. Tu commences ta journée en mode réactif. Ton cerveau est programmé dès le réveil pour répondre aux autres, pas pour créer ta propre vie. Sénèque écrivait que la plupart des hommes perdent leur vie par morceaux. Ils donnent une heure ici, une heure là, pensant que c'est insignifiant. Mais ces heures s'accumulent. Et à la fin, ils réalisent qu'ils ont donné leur vie entière aux autres. Le matin est le premier morceau que tu dois protéger. C'est ton territoire sacré. Personne n'y entre sans permission. Voici ce que les stoïciens te conseilleraient pour ta matinée. Lève-toi avant que le monde ne te réveille. Choisis une heure fixe. Pas parce que tu dois être productif dès 5 heures du matin, mais parce que la discipline du réveil construit la discipline de l'esprit. Quand tu te lèves par choix et non par obligation, tu commences ta journée en position de pouvoir. Ensuite, ne touche pas ton téléphone pendant la première heure. C'est la règle la plus difficile pour la plupart des gens. Tu as peur de rater quelque chose. Mais voici la vérité. Ce qui est vraiment urgent ne peut pas attendre une heure, arrivera quand même. Le reste n'est pas urgent, juste bruyant. Cette première heure sans écran est un cadeau que tu te fais. C'est le moment où tu te reconnectes à toi-même avant de te connecter au monde. Marc Aurèle utilisait ce temps pour ce qu'il appelait la préparation mentale. Il visualisait les défis de la journée. Il anticipait les personnes difficiles qu'il allait rencontrer. Il se rappelait ses principes. Cette pratique n'était pas de la pensée positive naïve. C'était de la préparation stratégique. Quand tu sais ce qui t'attend, tu n'es plus surpris. Et quand tu n'es pas surpris, tu ne réagis pas émotionnellement. Tu réponds avec raison. Tu peux adapter cette pratique aujourd'hui. Assieds-toi quelques minutes. Respire. Pense aux 3 choses que tu dois accomplir aujourd'hui pour que ta journée soit réussie. Pas 10. 3. Visualise-toi en train de les faire. Ressens la satisfaction de les accomplir. Cette simple visualisation prépare ton cerveau. Il sait maintenant où diriger son énergie. Épictète recommandait aussi la lecture matinale. Pas des actualités, pas des réseaux sociaux, mais des textes qui élèvent l'âme. Un passage de philosophie, un poème, quelque chose qui nourrit l'esprit. Cette pratique crée un standard mental. Tu commences ta journée avec des pensées de qualité, et ces pensées colorent tout le reste de ta journée. Certains objecteront qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils doivent se préparer, s'occuper des enfants, partir travailler. Mais le temps n'est jamais une question d'heures disponibles. C'est une question de priorité. Si tu disais à ces mêmes personnes qu'elles gagneraient 1 million d'euros en se levant une heure plus tôt, elles trouveraient le temps. Le problème n'est pas le manque de temps. C'est le manque de conviction que ce temps en vaut la peine. Les stoïciens savaient que la discipline matinale a un effet d'entraînement sur toute la journée. Quand tu commences fort, tu continues fort. Quand tu commences faible, tu restes faible. C'est comme un sportif qui rate son échauffement. Il commence déjà avec un handicap. Ta matinée est ton échauffement mental. Sans elle, tu cours le marathon de la journée sans préparation. Il y a aussi une dimension philosophique profonde dans cette pratique. En protégeant ton matin, tu affirmes que ta vie t'appartient, que tu n'es pas un esclave des circonstances, que tu as le pouvoir de choisir comment commencer ta journée. Cette affirmation quotidienne construit quelque chose de plus grand, le sentiment de contrôle sur ta vie. Et ce sentiment est le fondement de la sérénité stoïcienne. Sénèque racontait qu'il connaissait des hommes riches qui se plaignaient de ne jamais avoir de temps pour eux. Mais quand il observait leur journée, il voyait qu'ils donnaient les meilleures heures aux autres et gardaient pour eux les miettes. Ils travaillaient toute la journée, rentraient épuisés et s'effondraient devant un écran. Puis ils se demandaient pourquoi leur vie leur semblait vide. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas commencer ta journée pour toi, pour ton objectif.
pour ton développement, pour ta paix. Et ensuite, avec l'énergie qui reste, tu serviras le monde. Cette inversion de priorité change tout, parce que quand tu nourris d'abord ton âme, tu as quelque chose à offrir aux autres. Mais quand tu te vides d'abord pour les autres, il ne reste rien pour toi. Alors dès demain, protège ton matin, définis ton heure de réveil, prépare ta routine la veille, éloigne ton téléphone de ta chambre, crée cet espace sacré où personne ne peut t'atteindre. Ces heures deviendront ton sanctuaire, le lieu où tu te construis avant d'affronter le monde. Et tu verras que cette simple pratique transforme non seulement ta journée, mais toute ta vie. La 6e règle stoïcienne concerne une capacité que peu maîtrisent, dire non sans culpabilité. Chaque oui que tu prononces pour plaire aux autres est un non déguisé à tes propres objectifs. Chaque engagement que tu prends par obligation vole du temps à ce qui compte vraiment. Le stoïcien comprend que le non est une forme de liberté, une affirmation de tes priorités, une déclaration que ton temps a de la valeur. Épictète enseignait que tu ne peux pas plaire à tout le monde et réaliser ton potentiel. C'est l'un ou l'autre. Celui qui cherche l'approbation universelle devient esclave des opinions. Il dit oui à tout par peur d'être rejeté. Il accepte des invitations qu'il ne veut pas. Il participe à des projets qui ne l'intéressent pas. Il se disperse en 1000 morceaux pour satisfaire 1000 personnes. Et à la fin, il n'a satisfait personne, surtout pas lui-même. Pense aux dernières fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. Cet événement social qui t'ennuyait. Ce projet supplémentaire au travail. Cette faveur qu'on t'a demandé alors que tu étais déjà surchargé. Tu as accepté. Pourquoi? Par gentillesse? Non. Par peur. Peur d'être mal vu. Peur de décevoir. Peur de passer pour quelqu'un d'égoïste. Et cette peur t'a coûté des heures précieuses que tu ne récupéreras jamais. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur où tout le monde voulait son attention, avait appris à dire non. Il écrivait que beaucoup de choses qu'on lui présentait comme urgentes n'étaient que du bruit. Des courtisans qui voulaient son oreille pour des sujets futiles. Des projets qui ne servaient pas l'Empire. Des flatteurs qui cherchaient des faveurs. Il filtrait impitoyablement. Non pas par arrogance, mais par nécessité. Son temps était limité. Ses responsabilités énormes. Il ne pouvait pas se permettre de le gaspiller. Le problème avec le oui constant, c'est qu'il dilue ton impact. Quand tu es disponible pour tout, tu n'es vraiment présent pour rien. Ta présence devient une formalité, pas un cadeau. Les gens finissent par te voir comme quelqu'un qu'on peut déranger à tout moment. Ton absence de limite devient une invitation à l'abus. Le stoïcien établit des frontières claires. Il sait ce qui mérite son temps et ce qui ne le mérite pas. Et il communique ses frontières sans s'excuser. Pas avec agressivité, pas avec mépris, mais avec fermeté tranquille. Quand quelqu'un lui demande quelque chose qui ne sert pas ses priorités, il répond simplement « Non, ce n'est pas possible pour le moment. » Point. Pas d'excuses élaborées. Pas de justifications interminables. Juste une déclaration claire. Sénèque expliquait que la plupart des gens ont plus peur du non que de la perte de leur propre temps. Ils préfèrent sacrifier des heures précieuses plutôt que d'affronter quelques secondes d'inconfort en refusant. Mais cette équation est absurde. Tu acceptes une perte permanente pour éviter un malaise temporaire. Le stoïcien inverse cette logique. Il accepte le malaise temporaire du refus pour protéger ses heures permanentes. Il y a une technique simple pour apprendre à dire non. Quand quelqu'un te demande quelque chose, ne réponds pas immédiatement. Prends un moment. Dis « Laisse-moi vérifier mon agenda et je te reviens ». Ce délai te donne le temps de réfléchir hors de la pression sociale. Seul, tu peux évaluer objectivement si cette demande mérite ton temps. Souvent, tu réaliseras que non. Et quand tu reviendras vers la personne, il sera plus facile de refuser parce que tu auras eu le temps de te préparer mentalement. Épictète avait un principe radical. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, demande-toi à quoi tu dis non. Parce que ton temps est une somme nulle. Chaque heure donnée à X est une heure retirée à Y. Donc en acceptant cette réunion inutile, tu refuses peut-être le temps avec ta famille. En acceptant ce projet qui ne t'intéresse pas, tu refuses peut-être de travailler sur ton objectif principal. Cette prise de conscience rend le non plus facile. Parce que tu ne refuses pas juste quelque chose. Tu choisis activement autre chose de plus important. Attention, dire non ne signifie pas devenir insensible ou égoïste. Les stoïciens valorisaient l'aide aux autres. Mais ils distinguaient l'aide véritable du gaspillage. Aider quelqu'un à se relever d'une vraie difficulté, c'est noble. Être constamment disponible pour des demandes futiles, c'est de l'autodestruction. Le stoïcien aide, mais il choisit quand, comment et qui aider. Il ne se laisse pas utiliser.
Il y a aussi une forme de respect dans le non. Quand tu dis oui alors que tu veux dire non, tu mens. Tu crées une attente que tu ne pourras peut-être pas honorer. Tu t'engages à moitié. La personne sent que tu n'es pas vraiment présent. Dire non honnêtement est plus respectueux que dire oui malhonnêtement. Ça permet à l'autre de trouver quelqu'un qui pourra vraiment l'aider. Marc Aurèle se rappelait quotidiennement que son temps était compté, que chaque jour pouvait être le dernier. Cette conscience de la mortalité le rendait impitoyable avec les demandes insignifiantes. Il savait qu'il ne reverrait jamais ce jour. Alors il le protégeait férocement. Toi aussi, tu vas mourir un jour. Probablement plus tôt que tu ne le penses. Et sur ton lit de mort, tu ne regretteras pas d'avoir dit non à des réunions inutiles. Tu regretteras d'avoir dit oui à des choses qui t'ont éloigné de ce qui comptait vraiment. Alors commence aujourd'hui. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose, pause. Réfléchis. Est-ce que cela sert tes priorités? Si oui, accepte pleinement. Sinon, refuse clairement. Et observe ce qui se passe. Tu découvriras que la plupart des gens respectent davantage un non ferme qu'un oui mou. Que ton temps devient plus précieux quand tu le protèges. Et surtout, que ta capacité à te concentrer sur tes objectifs dépend directement de ta capacité à refuser tout le reste. La 7e règle stoïcienne va transformer ta productivité. Travaille par bloc de concentration profonde. Ton cerveau n'est pas fait pour maintenir l'attention pendant 8 heures d'affilée. C'est une illusion moderne que tu peux être productif toute la journée. Le stoïcien sait que l'esprit humain fonctionne par cycle. Il y a des moments de haute énergie mentale où tu peux créer, penser, résoudre des problèmes complexes. Et il y a des moments de basse énergie où tu es bon seulement pour des tâches simples. Marc Aurèle n'essayait pas de gouverner l'Empire pendant 12 heures consécutives. Il alternait des périodes de concentration intenses sur les décisions importantes, puis des pauses, des moments de réflexion, des promenades, des conversations. Il respectait les rythmes naturels de son esprit. Cette alternance entre effort intense et récupération est ce qui lui permettait de maintenir sa clarté mentale malgré les pressions colossales. Les recherches modernes confirment ce que les stoïciens savaient intuitivement. Ton cerveau peut maintenir une concentration maximale pendant environ 90 minutes. Après, ton attention décline. Tu commences à faire des erreurs. Tu lis la même phrase 3 fois sans la comprendre. Tu fixes l'écran sans vraiment travailler. Tu es en train de simuler le travail plutôt que de travailler réellement. Alors voici la méthode stoïcienne adaptée à aujourd'hui. Structure ta journée en blocs de 90 minutes suivis de pauses de 15 minutes. Pendant ces 90 minutes, tu es entièrement concentré. Téléphone éteint. Notifications désactivées. Porte fermée si possible. Tu travailles sur une seule tâche, celle qui fait avancer ton objectif principal. Pas d'email. Pas de messagerie instantanée. Pas de multitâche. Juste toi et ta tâche. Épictète enseignait l'importance de l'attention totale. Il disait que faire quelque chose à moitié, c'est ne pas le faire du tout. Quand tu écris avec Facebook ouvert dans un autre onglet, tu n'écris pas vraiment. Ton esprit est divisé. Une partie suit le fil, l'autre essaie de créer. Le résultat est médiocre des deux côtés. Mais quand tu donnes toute ton attention à une chose, même pour 90 minutes seulement, tu produis plus que quelqu'un qui passe 8 heures dans la distraction. Sénèque observait les artisans de son époque. Le potier qui créait un vase ne regardait pas ailleurs. Il était entièrement absorbé par l'argile, la forme, le tour. Cette absorption totale produisait la beauté. Le même principe s'applique à ton travail intellectuel. Quand tu t'absorbes complètement dans une tâche, tu entres dans un état de flow où le temps disparaît et la qualité émerge. Voici comment organiser concrètement tes blocs. Identifie tes 2 ou 3 blocs de haute énergie dans la journée. Pour la plupart des gens, c'est le matin tôt, avant que le monde ne les envahisse. Puis peut-être en fin de matinée. Parfois en début d'après-midi. Rarement le soir, quand la fatigue mentale s'accumule. Réserve ces blocs de haute énergie pour ton travail le plus important, celui qui demande créativité, analyse, décision. Pendant la pause de 15 minutes entre les blocs, ne consulte pas les réseaux sociaux. C'est la pire erreur. Ton cerveau a besoin de récupérer, pas d'être bombardé par plus d'informations. Lève-toi, marche, regarde par la fenêtre, bois de l'eau, étire-toi. Cette pause physique permet à ton cerveau de consolider ce que tu viens d'apprendre ou de créer. Les neurosciences montrent que ces moments de repos sont aussi importants que les moments d'effort pour la performance cognitive. Marc Aurèle pratiquait ce qu'on pourrait appeler la méditation en mouvement. Entre ses obligations, il se promenait dans les jardins du palais. Il observait la nature.
Il laissait son esprit vagabonder. Ces pauses n'étaient pas du temps perdu. Elles permettaient à son inconscient de traiter les problèmes complexes pendant que sa conscience se reposait. Certains diront qu'ils n'ont pas le luxe de structurer ainsi leur journée, que leur travail ne le permet pas. Mais c'est faux. Même dans l'environnement le plus chaotique, tu peux créer des îlots de concentration. Arrive 1 heure plus tôt. Reste 1 heure plus tard. Trouve une salle vide. Travaille de chez toi quand c'est possible. La question n'est pas de savoir si c'est possible, mais jusqu'où tu es prêt à aller pour protéger ta concentration. Épictète rappelait à ses élèves que celui qui veut l'excellence doit payer le prix. Et le prix de la concentration profonde, c'est l'effort de protéger ton temps contre les invasions constantes. C'est dire non aux réunions inutiles. C'est refuser d'être constamment disponible. C'est accepter que certaines personnes seront frustrées de ne pas pouvoir t'atteindre immédiatement. Il y a aussi une dimension de préparation. Avant de commencer un bloc de concentration, prépare tout ce dont tu as besoin. Les documents, les outils, l'eau, tout. Comme un chirurgien qui prépare son matériel avant l'opération. Parce que si tu dois interrompre ton bloc pour aller chercher quelque chose, tu brises ta concentration. Et récupérer cette concentration prend 15 à 20 minutes. Un aller-retour de 2 minutes te coûte en réalité 20 minutes de productivité. Sénèque avait une technique intéressante. À la fin de chaque bloc, il notait brièvement ce qu'il avait accompli. Cette pratique servait 2 objectifs. D'abord, elle créait une satisfaction immédiate, une reconnaissance du progrès. Ensuite, elle l'aidait à reprendre plus facilement après la pause en relisant ses notes. Les blocs de concentration profonde ne sont pas réservés au travail professionnel. Tu peux les appliquer à n'importe quel objectif. Apprendre une langue, 90 minutes de pratique intense valent mieux que 3 heures de pratique distraite. Sport, un entraînement concentré de 45 minutes surpasse 2 heures de gym où tu passes la moitié du temps sur ton téléphone. Lecture, un livre lu avec attention en 30 minutes te transforme plus qu'un livre parcouru distraitement en 2 semaines. Le secret de cette méthode, c'est qu'elle respecte la réalité biologique de ton cerveau. Tu ne combats pas contre ta nature, tu travailles avec elle. Les stoïciens appelaient cela suivre la nature. Ils ne cherchaient pas à forcer l'impossible. Ils cherchaient à optimiser le possible. Ton cerveau ne peut pas maintenir une attention maximale 8 heures par jour. Mais il peut le faire pendant quelques blocs de 90 minutes. Et ces quelques blocs, s'ils sont vraiment concentrés, suffisent à accomplir plus que la plupart des gens en 1 semaine. Marc Aurèle disait qu'on juge la qualité d'un homme non au temps qu'il passe à travailler, mais à la qualité de son attention quand il travaille. 2 hommes peuvent passer 8 heures au bureau. Le premier est distrait, fragmenté, réactif. Le second travaille par blocs concentrés. À la fin de la journée, le second a accompli 10 fois plus. Non parce qu'il a travaillé plus dur, mais parce qu'il a travaillé plus intelligemment. Alors dès demain, teste cette méthode. Bloque 90 minutes dans ton agenda. Éteins tout. Choisis ta tâche la plus importante. Et plonge. Complètement. Totalement. Sans compromis. Ces 90 minutes vont te montrer ce que tu es capable d'accomplir quand tu donnes vraiment toute ton attention. Et une fois que tu auras goûté à cette puissance, tu ne voudras plus jamais revenir à la dispersion chronique qui caractérise le monde moderne. La 8e règle stoïcienne concerne une vérité que personne ne veut entendre. Accepte l'inconfort comme un maître. Tout ce qui vaut la peine d'être accompli exige de traverser l'inconfort. La concentration est inconfortable. Dire non est inconfortable. Se lever tôt est inconfortable. Travailler quand tu n'as pas envie est inconfortable. Et c'est précisément cet inconfort que la plupart fuient toute leur vie, restant prisonniers du confort médiocre. Épictète enseignait que la souffrance n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est de croire que tu devrais toujours être confortable. Cette croyance te rend faible, vulnérable, incapable de persévérer. Le stoïcien embrasse l'inconfort. Il le cherche même. Parce qu'il sait que c'est dans l'inconfort que la force se construit, que le caractère se forge, que les objectifs se réalisent. Pense à la dernière fois que tu as abandonné un objectif. Creuse honnêtement. La vraie raison n'était pas le manque de temps ou de ressources. C'était l'inconfort. C'était trop difficile, trop exigeant, trop fatigant. Alors tu as abandonné. Tu t'es raconté une histoire pour justifier cet abandon. Mais la vérité, c'est que tu as fui l'inconfort. Marc Aurèle gouvernait un empire en temps de guerre. Il affrontait des trahisons, des épidémies, des crises économiques. Il aurait pu vivre dans le luxe, déléguer tout ce qui était difficile, se réfugier dans les plaisirs. Mais il choisissait l'inconfort. Il campait avec ses soldats. Il méditait sur la mort et la perte.
Il s'entraînait à visualiser les pires scénarios. Cette pratique, appelée Premeditatio Malorum, était une forme d'entraînement mental. En imaginant le pire, il s'y préparait. Et quand le pire arrivait, il n'était pas détruit. Il était prêt. Aujourd'hui, tu peux appliquer cette même discipline. Quand tu sens la résistance monter, la voix intérieure qui dit « c'est trop dur, fais-le plus tard, tu mérites une pause », c'est le moment précis où tu dois agir. Pas plus tard. Maintenant. Cette résistance est un signal. Elle t'indique que tu es sur le point de franchir une limite, de grandir, d'évoluer. Et ton cerveau, programmé pour la survie et le confort, essaie de te protéger. Mais en te protégeant du challenge, il te prive de la croissance. Sénèque pratiquait volontairement l'inconfort. Une fois par mois, il jeûnait. Il dormait par terre. Il se privait de ses biens. Pas par masochisme, mais par entraînement. Il voulait savoir qu'il pouvait survivre sans tout ce qu'il possédait. Que son bonheur ne dépendait pas de conditions externes confortables. Cette pratique le rendait libre. Libre de la peur de perdre. Libre de l'attachement au confort. Tu peux adapter cet exercice. Choisis une journée par mois où tu vis avec le minimum. Pas de divertissement. Pas de repas élaborés. Pas de confort superflu. Juste l'essentiel. Cette expérience recalibre ton cerveau. Tu réalises que tu n'as besoin que de très peu pour survivre. Tout le reste est bonus. Et cette prise de conscience te libère de 1000 peurs qui te paralysaient. L'inconfort le plus important à accepter, c'est l'inconfort mental. Quand tu travailles sur quelque chose de difficile, ton esprit va te proposer 1000 échappatoires. Vérifie tes messages. Fais une recherche rapide sur Internet. Prends un café. Réorganise ton bureau. Toutes ces suggestions sont des stratégies d'évitement déguisées. Ton cerveau fuit la difficulté cognitive exactement comme ton corps fuit la douleur physique. Épictète disait à ses élèves, « Quand tu veux abandonner, reste 5 minutes de plus. » Ces 5 minutes sont là où la vraie croissance se produit. Tout le monde peut faire ce qui est facile. Ce qui te distingue, c'est ta capacité à continuer quand c'est difficile. Cette capacité n'est pas innée. Elle se construit. Chaque fois que tu restes 5 minutes de plus, tu renforces ce muscle mental. Voici un exercice concret. La prochaine fois que tu sens l'envie irrésistible de prendre ton téléphone pendant une tâche difficile, pause. Observe cette envie. Ne la satisfais pas immédiatement. Compte jusqu'à 10. Respire. Puis décide consciemment. Soit tu continues ta tâche, soit tu prends vraiment une pause structurée. Mais ne cède pas à l'impulsion. Cette simple pratique, répétée, reconstruit ton système de contrôle. Marc Aurèle écrivait que la vie est comme une lutte. Si tu attends que ce soit facile, tu attendras éternellement. Rien de grand ne se construit dans le confort. Regarde les gens que tu admires. Les artistes, les entrepreneurs, les athlètes, les penseurs. Tous ont traversé des années d'inconfort. Ils se sont levés quand ils voulaient dormir. Ils ont travaillé quand ils voulaient se reposer. Ils ont persisté quand tout les poussait à abandonner. Ce n'est pas le talent qui les a distingués. C'est leur relation avec l'inconfort. La société moderne t'a vendu un mensonge. Le bonheur, c'est l'absence d'inconfort. Alors tu cherches constamment à éliminer toute forme de difficulté. Tu veux un travail facile, des relations sans conflit, une vie sans stress. Mais cette quête elle-même crée plus de souffrance. Parce que l'inconfort est inévitable. En le fuyant, tu ne fais que le reporter et l'amplifier. Le stoïcien inverse cette équation. Il accepte que la vie contienne de l'inconfort. Il ne cherche pas à l'éliminer, mais à le traverser avec dignité. Cette acceptation ne le rend pas passif. Au contraire, elle le libère pour agir. Parce qu'il ne perd plus d'énergie à résister à ce qui est inévitable. Il canalise toute son énergie vers ce qui dépend de lui. Sa réponse, son attitude, son effort. Sénèque racontait l'histoire d'un homme qui priait les dieux de lui épargner toute difficulté. Et un sage lui dit, « Tu pries pour ta propre destruction, car sans difficulté, tu resteras faible, fragile, incapable. Les difficultés ne sont pas des obstacles à ta vie. Elles sont le chemin de ta transformation. Alors commence aujourd'hui à changer ta relation avec l'inconfort. Quand tu sens la résistance, souris. Reconnais-la comme un signe que tu es sur la bonne voie. Quand tu veux abandonner, reste un peu plus. Quand c'est difficile, rappelle-toi que c'est précisément là que tu grandis. Et progressivement, ce qui était insupportable devient supportable. Ce qui était impossible devient possible. Non parce que c'est devenu plus facile, mais parce que toi, tu es devenu plus fort. La 9e règle stoïcienne révèle un secret que peu comprennent.
Mesure tes progrès, pas tes résultats. Tu as été programmé pour fixer ton attention sur les résultats finaux. Le poids perdu, l'argent gagné, le projet terminé. Mais cette obsession des résultats crée de l'anxiété, de la frustration, de l'impatience. Parce que les résultats ne dépendent pas entièrement de toi. Le stoïcien déplace son attention vers ce qu'il contrôle. L'effort quotidien, le progrès incrémental, la discipline répétée. Marc Aurèle ne jugeait pas ses journées par les victoires militaires ou les lois adoptées. Il les jugeait par une seule question. Ai-je agi selon mes principes aujourd'hui? Cette question ne dépendait pas des circonstances externes. Elle ne dépendait que de lui. Et cette mesure interne lui donnait une paix que les résultats externes ne pourraient jamais donner. Imagine deux personnes qui veulent perdre du poids. La première se pèse chaque matin. Elle vit sur les montagnes russes émotionnelles de la balance. Un jour elle est heureuse, le lendemain déprimée. Son humeur dépend d'un chiffre qu'elle ne contrôle pas totalement. La seconde mesure différemment. Elle suit ses entraînements. Elle compte les jours où elle a respecté son plan alimentaire. Elle mesure sa discipline, pas son poids. Et paradoxalement, c'est elle qui obtient les meilleurs résultats. Parce qu'elle contrôle le processus, et le processus finit toujours par produire des résultats. Sénèque écrivait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Quand tu te concentres uniquement sur le résultat final, tu imagines constamment le risque d'échec. Tu te projettes dans un futur hypothétique. Et cette projection crée de l'anxiété. Mais quand tu mesures tes progrès quotidiens, tu restes ancré dans le présent. Tu observes factuellement. Aujourd'hui, ai-je fait ce que je devais faire? Si oui, la journée est réussie. Peu importe le résultat final. Voici comment appliquer cette règle concrètement. Prends ton objectif principal. Au lieu de le mesurer par son accomplissement final, décompose-le en actions quotidiennes. Si tu veux écrire un livre, ne mesure pas le livre terminé. Mesure les mots écrits chaque jour. Si tu veux construire une entreprise, ne mesure pas le chiffre d'affaires. Mesure les actions commerciales quotidiennes. Si tu veux améliorer une relation, ne mesure pas la perfection relationnelle. Mesure les conversations authentiques que tu inities. Épictète enseignait le concept de ta main, ce qui dépend de nous. Ton poids final ne dépend pas entièrement de toi. Il y a la génétique, le métabolisme, 1000 variables. Mais ton entraînement quotidien dépend de toi. Ton nombre de clients finaux ne dépend pas de toi. Il y a le marché, la concurrence, la chance. Mais tes actions commerciales dépendent de toi. En mesurant ce qui dépend de toi, tu reprends le pouvoir. Il y a un outil simple pour cette pratique, le tracker d'habitude. Crée un tableau avec tes actions quotidiennes essentielles. Chaque jour où tu les accomplis, marque une croix. L'objectif n'est pas la perfection, c'est la constance. Marc Aurèle aurait adoré cet outil. Lui qui écrivait chaque soir pour évaluer sa journée, il mesurait ses progrès moraux, pas ses conquêtes territoriales. Cette méthode a un effet psychologique puissant. Elle crée ce qu'on appelle la chaîne de victoire. Chaque jour où tu respectes tes engagements envers toi-même, tu renforces ton identité. Tu ne dis plus « je veux être écrivain ». Tu dis « je suis quelqu'un qui écrit tous les jours ». Cette identité basée sur l'action, pas sur l'aspiration, transforme tout. Sénèque observait que les gens célèbrent les victoires finales, mais ignorent les milliers de petites décisions qui les ont rendues possibles. Le général victorieux est applaudi. Mais personne ne voit les années d'entraînement, les sacrifices quotidiens, les choix difficiles répétés. C'est l'accumulation invisible qui crée le résultat visible. En mesurant ces accumulations, tu restes motivé même quand les résultats ne sont pas encore là. Attention cependant, mesurer n'est pas obséder. Il ne s'agit pas de quantifier chaque minute de ta vie. Il s'agit d'avoir quelques indicateurs clés qui te disent si tu avances dans la bonne direction. Marc Aurèle en avait peut-être 3 ou 4. Pas 30. Les stoïciens valorisaient la simplicité. Trop de mesures créent de la confusion. Quelques mesures essentielles créent de la clarté. Voici les 3 questions qu'un stoïcien moderne pourrait se poser chaque soir. Première, ai-je travaillé sur mon objectif principal aujourd'hui? Deuxième, ai-je respecté mes principes face aux défis rencontrés? Troisième, ai-je appris quelque chose qui me rendra meilleur demain? Ces 3 questions mesurent le progrès intérieur, pas le succès extérieur. Et c'est précisément ce progrès intérieur qui, accumulé jour après jour, produit des transformations extraordinaires. Épictète racontait à ses élèves qu'ils ne deviendraient pas philosophes en un jour. Mais qu'un jour, après des années de pratique quotidienne, ils regarderaient en arrière et réaliseraient qu'ils avaient changé. Que les choses qui les troublaient autrefois ne les touchaient plus.
que les tentations qui les dominaient avaient perdu leur pouvoir. Ce changement ne venait pas d'un moment de révélation, mais de 1000 petites victoires quotidiennes. Alors dès ce soir, commence ton système de mesure. Simple. 3 actions maximum. 3 questions de réflexion. Et chaque jour, évalue-toi honnêtement. Non pour te juger, mais pour t'ajuster. Si tu as réussi, célèbre brièvement et prépare demain. Si tu as échoué, identifie pourquoi et ajuste ta stratégie. Cette boucle de feedback quotidienne est ce qui transforme les intentions en réalisation. Et souviens-toi, le progrès n'est pas linéaire. Il y aura des jours difficiles, des rechutes, des moments où tu auras l'impression de reculer. Mais si tu mesures tes efforts constants, tu verras la tendance générale. Et cette tendance, si tu persistes, sera toujours vers le haut. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es persistant. Et dans le long terme, la persistance bat le talent chaque fois. La 10e règle stoïcienne touche à un aspect crucial que le monde moderne ignore. Crée des rituels, pas des motivations. La motivation est volatile. Elle vient et part selon ton humeur, ton énergie, les circonstances. Compter sur la motivation pour atteindre tes objectifs, c'est construire sur du sable. Le stoïcien ne compte pas sur la motivation. Il crée des rituels, des systèmes automatiques qui fonctionnent même quand il ne se sent pas motivé. Marc Aurèle avait des rituels précis. Le matin, sa méditation. Le soir, sa revue de journée. Ces pratiques n'étaient pas négociables. Qu'il soit fatigué, déprimé, occupé, peu importait. Le rituel s'exécutait. Cette constance indépendante de l'état émotionnel est ce qui construit les vies extraordinaires. Parce que les vies extraordinaires ne sont pas le fruit de moments d'inspiration, mais d'actions ordinaires répétées extraordinairement longtemps. Observe ta propre vie. Quand commences-tu à travailler sur tes objectifs? Quand tu te sens motivé? Quand l'inspiration frappe? Quand les conditions sont parfaites? Le problème, c'est que ces moments sont rares. Alors tu avances par à-coups. Une semaine, tu es ultra productif. Puis 3 semaines de léthargie. Cette irrégularité produit des résultats médiocres. Sénèque écrivait que les hommes attendent l'inspiration comme les mendiants attendent l'aumône. Ils espèrent qu'elle viendra sans effort de leur part. Mais l'inspiration, disait-il, vient en travaillant, pas en attendant. Le rituel t'oblige à commencer même sans inspiration. Et une fois commencé, l'inspiration arrive souvent. Mais elle n'arrive jamais à celui qui attend passivement. Un rituel, c'est quoi exactement? C'est une séquence d'actions fixes, déclenchée par un signal, exécutée automatiquement. Par exemple, tu te lèves, tu fais ton lit, tu bois un verre d'eau, tu t'assieds à ton bureau. Cette séquence répétée devient un automatisme. Ton cerveau n'a plus besoin de décider. Il exécute. Et dans cette exécution automatique, la résistance disparaît. Épictète enseignait que la discipline quotidienne est supérieure à l'héroïsme occasionnel. Un homme qui fait 20 minutes d'exercice chaque jour sans exception construira plus de force qu'un homme qui fait 2 heures une fois par mois quand il est motivé. La constance bat l'intensité dans le long terme. Et les rituels créent cette constance. Voici comment construire un rituel efficace. Première étape, identifie le signal déclencheur. Ça peut être une heure précise, un lieu, une action préalable. Par exemple, dès que je bois mon café du matin, je commence à écrire. Le café devient le signal. Ton cerveau apprend l'association. Café égale écriture. Après quelques semaines, tu n'as même plus besoin de te forcer. Le signal déclenche automatiquement l'action. Deuxième étape, rends le rituel ridiculement simple au début. Ne commence pas avec un plan ambitieux de 2 heures. Commence avec 5 minutes. Tellement simple que tu ne peux pas échouer. Tellement simple que tu n'as aucune excuse. Marc Aurèle ne se disait probablement pas « je vais méditer profondément pendant 1 heure ». Il se disait « je vais m'asseoir et réfléchir quelques minutes ». La simplicité élimine la résistance. Troisième étape, exécute le rituel même les mauvais jours. C'est crucial. Les jours où tu te sens bien, tout le monde peut agir. Mais les jours difficiles, c'est là que le rituel montre sa valeur. Même si tu ne fais que 5 minutes au lieu de 30, tu maintiens la chaîne. Tu envoies à ton cerveau le message. Ce rituel est non négociable. Sénèque avait un rituel d'examen de conscience. Chaque soir, avant de dormir, il passait en revue sa journée. Que ai-je bien fait? Que aurais-je pu faire mieux? Où ai-je manqué à mes principes? Cette pratique n'était pas de l'autoflagellation. C'était de l'auto-amélioration. En observant systématiquement ses actions, il s'ajustait progressivement. Ce rituel de réflexion l'empêchait de répéter les mêmes erreurs.
Tu peux créer des rituels pour chaque aspect de ta vie. Un rituel matinal qui prépare ton esprit. Un rituel de travail qui déclenche ta concentration. Un rituel de transition qui te permet de passer du travail à la vie personnelle. Un rituel du soir qui te prépare au sommeil. Ces rituels créent une structure. Et dans cette structure, la liberté paradoxalement s'épanouit. Parce que tu ne gaspilles plus d'énergie à décider quoi faire. Tu suis simplement le système. Épictète observait que les athlètes s'entraînent selon des routines fixes. Ils ne se demandent pas chaque jour s'ils ont envie de s'entraîner. Ils exécutent. Cette discipline du corps, il l'appliquait à l'esprit. Chaque matin, des exercices mentaux. Chaque soir, une révision. Pas parce qu'il en avait envie, mais parce que c'était le programme. Il y a un danger cependant. Ne confonds pas rituel et rigidité. Le rituel doit te servir, pas t'asservir. Si les circonstances changent, ajuste. Le principe reste, des actions régulières et constantes qui font avancer tes objectifs. La forme peut varier. L'essence doit persister. Marc Aurèle, malgré sa routine disciplinée, savait s'adapter. En temps de guerre, ses rituels changeaient. Mais il en maintenait toujours certains. Cette flexibilité intelligente est la marque du sage. Il ne suit pas les rituels aveuglément. Il les utilise comme des outils. Et quand un outil ne fonctionne plus, il l'ajuste ou le remplace. Alors commence cette semaine. Identifie un objectif important. Crée un rituel minimal autour de cet objectif. 5 minutes. Même temps. Même lieu. Même déclencheur. Exécute pendant 7 jours sans exception. Observe ce qui se passe. Tu verras que la motivation devient secondaire. Que l'action devient automatique. Et que dans cette automatisation, les résultats commencent à émerger sans l'effort épuisant de la volonté constante. Les stoïciens avaient compris ce que la science moderne confirme. Ta volonté est limitée. Chaque décision la fatigue. Mais les rituels contournent la volonté. Ils utilisent l'automatisme. Et dans un monde qui épuise constamment ta volonté, celui qui maîtrise l'art des rituels possède un avantage décisif. Il avance même quand les autres s'arrêtent. Il construit même quand les autres abandonnent. Non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il a construit des systèmes plus intelligents. La 11e règle stoïcienne révèle une arme secrète contre la procrastination et la dispersion. Visualise ta mort régulièrement. Cette pratique, loin d'être morbide, est libératrice. Elle tranche toutes les illusions, élimine tout ce qui est superflu et révèle avec une clarté brutale ce qui compte vraiment. Les stoïciens appelaient cela memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant qu'il pourrait mourir ce jour-là. Pas pour se déprimer, mais pour s'éveiller. Cette conscience de la mort imminente créait une urgence sacrée. Elle l'empêchait de perdre du temps en futilité. Elle l'obligeait à se concentrer sur l'essentiel. Chaque conversation devenait potentiellement la dernière. Chaque décision prenait un poids existentiel. Cette intensité transformait le banal en significatif. Toi, tu vis probablement comme si tu étais immortel. Tu remets à demain comme si demain était garanti. Tu disputes pour des broutilles comme si tu avais une éternité devant toi. Tu accumules des regrets comme si tu aurais toujours le temps de les corriger. Mais la vérité stoïcienne est simple et dévastatrice. Tu vas mourir. Bientôt. Peut-être dans 50 ans. Peut-être demain. Et personne ne te demandera ton avis. Sénèque écrivait que nous sommes stupides de remettre la vraie vie à plus tard. Nous disons, quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai un meilleur travail, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai à la retraite. Mais ces jalons ne cessent de reculer. Et pendant ce temps, la vie s'écoule. Un jour, tu te réveilles vieux, et tu réalises que tu as passé ta vie à te préparer à vivre plutôt qu'à vivre vraiment. La visualisation de la mort coupe cette illusion. Imagine concrètement cette scène. Tu es sur ton lit de mort. Tu as quelques heures, peut-être quelques jours. Tu regardes en arrière sur ta vie. Qu'est-ce qui compte vraiment à ce moment-là? Les likes sur les réseaux sociaux? Le dernier épisode de ta série préférée? Cette dispute avec ton voisin? Non. Tu penses aux gens que tu aimes, aux moments authentiques, aux choses que tu as créées. Et surtout, tu regrettes tout ce que tu n'as pas fait par peur, par procrastination, par distraction. Épictète enseignait un exercice radical à ses élèves. Chaque soir, en embrassant ta femme ou ton enfant, dis-toi, peut-être que cette personne mourra cette nuit. Peut-être que je mourrai cette nuit. Cet exercice semble cruel, mais son effet est libérateur. Il t'empêche de tenir les choses et les gens pour acquis. Il te force à être présent, à ne pas reporter l'expression de ton amour.
à ne pas gaspiller de temps en conflits inutiles. La conscience de la mort transforme tes priorités. Quand tu sais que ton temps est limité, tu arrêtes de le gaspiller. Cette réunion inutile, tu refuses. Ce projet qui ne sert pas ton objectif, tu abandonnes. Cette personne toxique, tu coupes le contact. La mort comme conseillère te donne un courage que la vie éternelle imaginaire ne donne jamais. Marc Aurèle méditait souvent sur la petitesse de sa vie dans l'échelle du temps cosmique. Il y a eu des milliards d'années avant toi. Il y aura des milliards d'années après toi. Ta vie n'est qu'un flash. Un battement de cœur dans l'éternité. Cette perspective cosmique, loin de le déprimer, le libérait. Si tout est si éphémère, pourquoi s'accrocher? Pourquoi souffrir pour des choses temporaires? Pourquoi ne pas profiter de ce moment unique qu'est ta vie? Voici un exercice stoïcien moderne que tu peux pratiquer. Une fois par semaine, idéalement le dimanche soir, prends 15 minutes. Assieds-toi dans le calme. Ferme les yeux. Imagine que tu viens d'apprendre que tu as 6 mois à vivre. Seulement 6 mois. Laisse cette réalité pénétrer. Qu'est-ce qui change dans tes priorités? Qu'est-ce qui devient soudainement urgent? Qu'est-ce qui devient soudainement insignifiant? Puis ouvre les yeux et regarde ta vie actuelle. Combien de ton temps vas-tu consacrer cette semaine à des choses qui, face à la mort imminente, apparaissent insignifiantes? Et combien de temps vas-tu consacrer aux choses qui, même face à la mort, restent importantes? Cette prise de conscience crée un décalage inconfortable. Tu réalises que tu vis en désalignement avec tes valeurs profondes. Sénèque racontait que nous nous plaignions constamment du manque de temps. Mais la vérité, c'est que nous avons du temps. Nous le gaspillons simplement. Si on te disait que tu as 1 million d'euros, mais que chaque jour quelqu'un en vole un peu sans que tu le surveilles, tu serais furieux. Tu protégerais cet argent férocement. Pourtant, ton temps, infiniment plus précieux que l'argent, tu le laisses voler quotidiennement sans résistance. La visualisation de la mort n'est pas une obsession morbide. C'est un réveil existentiel. Les stoïciens ne craignaient pas la mort. Ils la comprenaient comme une partie naturelle de la vie. Ce qui les préoccupait, c'était de mourir sans avoir vraiment vécu. De mourir avec des regrets. De mourir en ayant été spectateurs plutôt qu'acteurs de leur propre vie. Épictète disait que la peur de la mort empoisonne la vie. Tant que tu la repousses, tant que tu refuses d'y penser, elle te hante. Mais quand tu l'acceptes, quand tu la médites régulièrement, elle perd son pouvoir. Elle devient une alliée. Elle te rappelle ce qui compte. Elle donne du poids à tes journées. Elle transforme le temps ordinaire en temps sacré. Alors commence aujourd'hui cette pratique. Chaque matin, en te réveillant, pense « Je suis en vie aujourd'hui, mais ce n'est pas garanti pour demain. Cette journée est un cadeau. Comment vais-je l'utiliser? Qui vais-je voir? Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais exprimer? » Et chaque soir, demande-toi « Si c'était mon dernier jour, est-ce que je serais en paix avec comment je l'ai vécu ?» Cette discipline mentale, pratiquée régulièrement, recable ton cerveau. Tu arrêtes de remettre à demain. Tu arrêtes de te perdre dans les distractions. Tu arrêtes de tenir les gens pour acquis. Tu vis avec plus d'intensité, plus de présence, plus d'intention. Non pas parce que tu es stressé par la mort, mais parce que tu es éveillé à la vie. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais partir de la vie maintenant. Que cette vérité détermine tes pensées et tes actions. » C'est peut-être la phrase la plus puissante qu'il ait jamais écrite. Elle résume toute la philosophie stoïcienne en une ligne. Vis maintenant. Agis maintenant. Aime maintenant. Crée maintenant. Parce que maintenant est tout ce que tu as. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Et ce moment présent pourrait être ton dernier. La 12e règle stoïcienne confronte une faiblesse moderne universelle. Coupe les chaînes numériques. Ton téléphone n'est pas un outil. C'est une laisse. Les réseaux sociaux ne sont pas des plateformes de connexion. Ce sont des machines à capturer ton attention. Et ton attention, c'est ta vie. Chaque minute que tu donnes à ces technologies est une minute volée à tes objectifs, à tes relations réelles, à ton développement intérieur. Les stoïciens n'avaient pas de smartphone, mais ils comprenaient le principe de la dépendance. Sénèque observait les gens dépendants du vin, des jeux, de la gloire. Il voyait comment ces dépendances les vidaient de leur liberté. Aujourd'hui, tu es dépendant de l'écran. Et comme toute dépendance, tu nies probablement son ampleur. Tu te dis que tu contrôles, que tu peux arrêter quand tu veux. Mais fais l'expérience. Essaie de ne pas toucher ton téléphone pendant une journée entière. Tu verras à quel point la chaîne est serrée. Marc Aurèle écrivait que l'homme libre est celui qui contrôle ses désirs. Si tu ne peux pas résister à l'envie de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, tu n'es pas libre. Tu es esclave d'une impulsion.
Cette impulsion a été programmée par des ingénieurs payés pour rendre leurs applications addictives. Chaque notification est calibrée pour déclencher une libération de dopamine. Chaque scroll infini est conçu pour que tu ne puisses pas t'arrêter. Tu es dans un casino mental et la maison gagne toujours. Regarde honnêtement combien de temps tu passes sur ton téléphone chaque jour. Active les statistiques d'utilisation si tu oses. La plupart des gens sont choqués. 3 heures, 4 heures, certains plus. Imagine ce que tu pourrais accomplir avec ne serait-ce que 2 de ces heures récupérées chaque jour. En un an, c'est 730 heures. C'est assez pour maîtriser une nouvelle compétence. Écrire un livre, construire une entreprise, transformer ton corps. Épictète disait que la liberté commence par dire non à ce qui t'enchaîne. Les chaînes modernes sont invisibles mais tout aussi réelles. Ta dépendance au smartphone t'empêche de te concentrer. Elle fragmente ton attention. Elle détruit ta capacité à penser profondément. Elle remplace la contemplation par la stimulation constante. Et dans ce bruit permanent, tu perds l'accès à toi-même. Voici ce que les stoïciens te conseilleraient aujourd'hui. Première action radicale. Supprime toutes les applications de réseaux sociaux de ton téléphone. Pas de compromis. Si tu as vraiment besoin d'y accéder, fais-le depuis un ordinateur. Cette simple friction suffit souvent à briser l'automatisme. Tu prends ton téléphone par réflexe. Tu déverrouilles. Tu cherches l'application. Elle n'est pas là. Tu réalises ce que tu étais en train de faire. Tu ranges ton téléphone. Cette prise de conscience répétée reconstruit ton contrôle. Deuxième action, désactive toutes les notifications sauf les appels et les messages directs. Absolument toutes. Les emails peuvent attendre. Les actualités peuvent attendre. Les likes peuvent attendre. Ton téléphone ne devrait pas te dire quoi faire. C'est toi qui décides quand tu vérifies ces choses. Marc Aurèle disait que le premier devoir d'un homme est de protéger sa paix intérieure. Chaque notification est une invasion de cette paix. Troisième action, crée des zones sans téléphone. Ta chambre devrait en être une. Le téléphone reste dehors. Tu achètes un réveil si nécessaire. Cette simple pratique améliore dramatiquement ton sommeil et ton réveil. Finis le scroll avant de dormir qui détruit ta mélatonine. Finis le scroll au réveil qui programme ton cerveau en mode réactif. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait des retraites régulières. Des périodes où il se retirait de la vie sociale, des obligations, du bruit. Il s'isolait pour se reconnecter à lui-même. Aujourd'hui, ta retraite moderne commence par la déconnexion numérique. Et c'est un jour par semaine complètement sans écran. Le samedi par exemple. Pas de téléphone. Pas d'ordinateur. Pas de télévision. Juste toi, tes pensées, peut-être des livres, peut-être la nature. Les premières heures seront inconfortables. Tu sentiras le manque. L'anxiété de rater quelque chose. L'ennui. Mais si tu persistes, quelque chose de magnifique se produit. Ton esprit se calme. Les pensées profondes émergent. Tu reconnectes avec les sensations réelles. Une conversation sans téléphone sur la table. Un repas vraiment goûté. Une promenade où tu observes vraiment le monde. Épictète enseignait que la tranquillité de l'âme vient quand tu cesses de poursuivre ce qui est extérieur à toi. Chaque fois que tu vérifies tes likes, tu poursuis une validation extérieure. Chaque fois que tu scrolles les actualités, tu absorbes le chaos du monde sans pouvoir y changer quoi que ce soit. Cette poursuite constante de l'extérieur t'éloigne de ton centre. Et sans centre, tu dérives. Marc Aurèle méditait sur l'importance de se retirer en soi-même. Non pas physiquement, mais mentalement. De créer un sanctuaire intérieur que rien ne peut envahir. Mais comment créer ce sanctuaire si tu bombardes constamment ton esprit d'information, de stimulation, de comparaison? C'est impossible. Le silence intérieur nécessite d'abord le silence extérieur. Voici un test simple pour évaluer ta dépendance. Laisse ton téléphone chez toi et sors pour 1 heure. Juste 1 heure. Observe ce qui se passe en toi. Si tu es anxieux, si tu te sens incomplet, si tu penses constamment à ce que tu pourrais être en train de rater, tu as ta réponse. L'outil est devenu le maître. Et cette réalisation, aussi inconfortable soit-elle, est le début de ta libération. Sénèque disait qu'on ne possède vraiment que ce qu'on peut perdre sans souffrir. Si tu ne peux pas perdre ton téléphone, tes notifications, tes réseaux sociaux sans souffrir, tu ne les possèdes pas. Ils te possèdent. Le stoïcien ne rejette pas la technologie, mais il l'utilise comme un outil, pas comme une prothèse existentielle. Alors commence ta libération aujourd'hui. Choisis une de ces actions et applique-la immédiatement. Pas demain. Maintenant.
Supprime une application. Désactive les notifications. Définis une zone sans téléphone. Ce premier pas sera inconfortable. Ton cerveau protestera. Il te donnera 1000 raisons de remettre à plus tard. Mais rappelle-toi la règle stoïcienne. L'inconfort est le chemin de la croissance. Et reprendre le contrôle de ton attention est peut-être la chose la plus importante que tu puisses faire pour atteindre tes objectifs. La 13e règle stoïcienne touche à la racine de nombreux échecs. Entoure-toi de gens qui s'élèvent ou marche seul. Ton environnement social détermine en grande partie qui tu deviens. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent tes pensées, tes habitudes, tes standards. Si tu es entouré de gens qui se plaignent constamment, tu vas te plaindre. Si tu es entouré de gens sans ambition, tu vas perdre la tienne. Si tu es entouré de gens qui tournent en rond, tu vas tourner avec eux. Épictète était radical sur ce point. Il disait à ses élèves, « Si quelqu'un te tire vers le bas, éloigne-toi. Même si c'est un ami de longue date. Même si c'est un membre de ta famille. Ta transformation est plus importante que n'importe quelle loyauté sociale. » Cette position peut sembler dure, mais elle reflète une vérité que peu osent accepter. Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu continues à picorer avec les pigeons. Marc Aurèle choisissait soigneusement ses conseillers. Il s'entourait de philosophes, de penseurs, de gens qui le défiaient intellectuellement. Même en tant qu'empereur, il aurait pu s'entourer de flatteurs. Mais il savait que les flatteurs corrompent. Ils te disent ce que tu veux entendre, pas ce que tu as besoin d'entendre. Le sage recherche ceux qui osent le contredire, le challenger, l'élever. Regarde autour de toi maintenant. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Sont-elles où tu veux être? Font-elles ce que tu veux faire? Incarnent-elles les qualités que tu veux développer? Si la réponse est non, tu as un problème. Parce que tu deviens inévitablement la moyenne de ces 5 personnes. Leurs habitudes deviennent tes habitudes. Leurs standards deviennent tes standards. Leur niveau d'exigence devient le tien. Sénèque expliquait qu'il y a 3 types de personnes dans ta vie. Celles qui t'élèvent, celles qui te maintiennent au même niveau, et celles qui te tirent vers le bas. Le stoïcien maximise le temps avec le premier groupe, limite le temps avec le deuxième, et coupe complètement le troisième. Cette sélection impitoyable n'est pas de l'arrogance. C'est de la survie existentielle. Éloigne-toi des gens qui se plaignent chroniquement. La plainte est contagieuse. C'est un virus mental qui se transmet par conversation. Quelqu'un se plaint de son travail. Tu commences à voir les problèmes dans le tien. Quelqu'un se plaint de la vie. Tu commences à adopter une vision négative. Avant de t'en rendre compte, tu es devenu quelqu'un qui voit les problèmes partout et les solutions nulle part. Éloigne-toi des gens qui tournent en rond. Ceux qui parlent des mêmes rêves depuis 10 ans sans jamais agir. Ceux qui ont toujours une excuse. Ceux qui cherchent constamment la facilité. Leur inertie créera de l'inertie en toi. Leur médiocrité normalisera ta médiocrité. Tu commenceras à accepter moins de toi-même parce qu'ils acceptent moins d'eux-mêmes. Éloigne-toi des gens qui sabotent tes efforts. Ceux qui rient de tes objectifs. Ceux qui disent « tu changes » quand tu essaies de t'améliorer. Ceux qui te tentent de revenir à tes anciennes habitudes. Ces personnes, même si elles prétendent t'aimer, ne veulent pas ton bien. Elles veulent que tu restes à leur niveau pour qu'elles n'aient pas à affronter leur propre stagnation. Épictète disait que si tu veux devenir philosophe, prépare-toi à être moqué. Les gens se sentiront menacés par ta transformation. Ils essaieront de te ramener dans le troupeau. C'est leur peur qui parle, pas leur sagesse. Le stoïcien reste ferme. Il sait que la solitude temporaire est le prix de l'élévation, et que cette solitude est infiniment préférable à la compagnie toxique. Mais cette règle ne consiste pas seulement à couper. Elle consiste aussi à construire. Recherche activement des gens qui t'inspirent. Ceux qui sont plus avancés que toi dans le domaine qui t'intéresse. Ceux qui incarnent les qualités que tu veux développer. Ceux qui maintiennent des standards élevés. Leur simple présence élèvera ton niveau. Marc Aurèle avait un mentor, Épictète, même s'il ne l'a jamais rencontré. Il lisait ses enseignements. Il les méditait. Il les appliquait. Tu n'as pas besoin d'accès direct aux grands pour bénéficier de leur influence. Lis leurs livres. Écoute leurs enseignements. Étudie leur vie. Cette fréquentation mentale est parfois plus puissante que la fréquentation physique. Aujourd'hui, avec Internet, tu as accès aux meilleurs penseurs, créateurs, entrepreneurs du monde. Tu peux écouter leurs podcasts, lire leurs articles, suivre leur travail, créer un environnement digital qui t'élève. Si ton feed social est rempli de négativité, de futilité, de drama, change-le. Suis des gens qui créent, qui construisent, qui partagent de la valeur.
Sénèque pratiquait ce qu'il appelait la sélection des inputs. Il choisissait soigneusement ceux qui lisaient, qui l'écoutaient, avec qui il passait du temps. Il savait que son esprit était comme un jardin. Si tu plantes des mauvaises herbes, tu récolteras des mauvaises herbes. Si tu plantes des fleurs, tu récolteras des fleurs. La qualité de tes pensées dépend de la qualité de tes inputs. Voici un exercice radical. Fais la liste de toutes les personnes avec qui tu interagis régulièrement. À côté de chaque nom, note l'effet qu'elles ont sur toi. Est-ce que tu te sens élevé après les avoir vus, ou drainé, inspiré, ou découragé? Sois brutalement honnête. Puis prends des décisions basées sur cette évaluation. Pour certaines personnes, tu devras couper complètement. C'est difficile mais nécessaire. Pour d'autres, tu peux simplement réduire le temps passé ensemble. Pour d'autres encore, tu voudras intensifier la relation. Et pour certaines, tu devras les chercher activement parce qu'elles ne sont pas encore dans ta vie. Épictète enseignait qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Si tu ne trouves personne qui t'élève, marche seul pendant un temps. Utilise cette solitude pour te construire. Lis, apprends, crée, médite. Cette période solitaire n'est pas une punition. C'est une incubation. Tu te prépares. Et quand tu émergeras plus fort, tu attireras naturellement des gens à ton nouveau niveau. Marc Aurèle écrivait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et la qualité de tes pensées dépend en grande partie des conversations que tu as. Si tu passes ton temps à parler de gens, tu resteras superficiel. Si tu parles d'idées, tu t'élèveras. Choisis des relations où les conversations ont de la profondeur. Où tu peux parler de tes objectifs sans être jugé. Où tes ambitions sont encouragées, pas ridiculisées. Alors commence aujourd'hui cette évaluation. Sois honnête avec toi-même sur l'influence de ton entourage. Prends les décisions courageuses nécessaires. Parce que tu ne peux pas atteindre des hauteurs extraordinaires avec un entourage ordinaire. Soit tu t'élèves avec ceux qui montent, soit tu stagnes avec ceux qui restent. Il n'y a pas de troisième option. Et le choix, comme toujours dans le stoïcisme, t'appartient entièrement. La 14e et dernière règle stoïcienne révèle le secret ultime de ceux qui accomplissent de grandes choses. Célèbre les petites victoires, ignore les échecs temporaires. Le monde moderne t'a programmé à l'inverse. Tu ignores tes progrès quotidiens parce qu'ils semblent insignifiants. Tu t'attardes sur chaque échec, le ruminant pendant des jours. Cette inversion détruit ta motivation, érode ta confiance et finalement te fait abandonner. Marc Aurèle comprenait que la psychologie humaine nécessite des renforcements positifs. Chaque soir, quand il faisait sa revue de journée, il ne notait pas seulement ses erreurs. Il reconnaissait aussi ses progrès. Où avait-il agi selon ses principes? Où avait-il fait preuve de sagesse? Cette pratique équilibrée maintenait sa motivation à long terme. Parce qu'il voyait le chemin parcouru, pas seulement le chemin restant. Pense à ton propre rapport aux victoires et échecs. Tu travailles dur pendant une semaine sur ton objectif. Tu fais des progrès. Mais parce que l'objectif final n'est pas atteint, tu ne célèbres pas. Tu passes directement à la semaine suivante. Puis un jour tu échoues à quelque chose. Tu ne respectes pas ton engagement. Et là, tu t'attardes. Tu te juges. Tu te traites d'incapable. Cette asymétrie mentale garantit l'épuisement. Sénèque observait que nous sommes nos propres juges les plus sévères. Nous nous punissons pour nos échecs, mais ne nous récompensons jamais pour nos succès. Cette sévérité constante crée une relation toxique avec l'effort. Ton cerveau apprend que travailler sur tes objectifs mène à la critique et à la déception. Alors inconsciemment, il commence à saboter, à procrastiner, à éviter, parce qu'il associe tes objectifs à la souffrance. Les stoïciens pratiquaient quelque chose de révolutionnaire. Ils réinterprétaient les échecs. Pour eux, un échec n'était jamais une fin. C'était une information, un feedback, une opportunité d'ajustement. Épictète disait à ses élèves, « Tu n'as pas échoué à rester calme aujourd'hui. Tu as découvert que dans cette situation spécifique, tu as encore besoin de pratique. » Cette reformulation change tout. L'échec n'est plus une condamnation, c'est une donnée. Voici comment appliquer cette règle concrètement. À la fin de chaque journée, note 3 victoires. Peu importe leur taille. Tu as respecté ton rituel matinal, c'est une victoire. Tu as travaillé 90 minutes sans distraction, c'est une victoire. Tu as dit non à une demande qui ne servait pas tes priorités, c'est une victoire. En notant ces victoires, tu programmes ton cerveau à reconnaître le progrès. Cette pratique a un effet cumulatif puissant. Après un mois, tu auras une liste de 90 victoires. Tu verras concrètement tout ce que tu as accompli.
Et cette preuve tangible de tes progrès devient un bouclier contre les moments de doute. Quand ton esprit te dit que tu n'avances pas, tu peux lui montrer les faits. Regarde, 90 victoires en un mois. Marc Aurèle utilisait aussi une technique pour les échecs. Quand il faisait une erreur, il se demandait « Qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Comment puis-je m'améliorer ?» Puis il passait à autre chose. Pas de rumination, pas d'autoflagellation, juste extraction de la leçon et mouvement vers l'avant. Cette capacité à traiter les échecs rapidement et à avancer est ce qui distingue ceux qui réussissent à long terme. Sénèque expliquait que la vie est comme une série d'expériences scientifiques. Tu formules une hypothèse, tu testes, tu observes le résultat, tu ajustes. Chaque échec te rapproche de la solution parce qu'il élimine une possibilité. Edison n'a pas échoué 10 000 fois à créer l'ampoule. Il a découvert 10 000 façons de ne pas créer une ampoule. Cette réinterprétation mentale transforme l'échec en progrès. Mais attention, célébrer les petites victoires ne signifie pas te contenter de peu. Ce n'est pas une excuse pour baisser tes standards. C'est une reconnaissance du chemin parcouru tout en gardant les yeux sur la destination. Tu peux être satisfait de tes progrès et ambitieux pour la suite. Ces deux états ne sont pas contradictoires. Ils sont complémentaires. Épictète enseignait une pratique puissante, la gratitude quotidienne. Chaque matin, il remerciait pour ce qu'il avait. Sa santé, sa capacité à penser, sa liberté intérieure. Cette gratitude n'était pas de la naïveté. C'était un ancrage. Elle l'empêchait de tomber dans la complainte constante. Parce que celui qui ne voit que ce qui manque ne voit jamais ce qui est déjà là. Tu peux appliquer cette gratitude à tes objectifs. Remercie pour la capacité de poursuivre un objectif. Beaucoup n'ont même pas cette opportunité. Remercie pour chaque jour où tu avances, même d'un millimètre. Remercie pour les leçons des échecs. Cette gratitude transforme ton expérience du parcours. Le chemin vers tes objectifs cesse d'être une torture pour devenir une aventure. Il y a aussi une dimension sociale dans cette règle. Quand tu accomplis quelque chose, partage-le. Pas pour te vanter, mais pour inspirer. Pas pour chercher la validation, mais pour créer de la responsabilité. Quand tu célèbres publiquement tes victoires, tu t'engages implicitement à continuer. Tu crées une identité publique d'action qui te pousse à rester cohérent. Marc Aurèle, malgré sa position, ne méprisait pas les célébrations. Après une victoire militaire, il rendait hommage aux soldats. Il reconnaissait leur sacrifice. Cette reconnaissance maintenait le moral des troupes. Elle créait une culture de l'effort récompensé. Toi aussi, crée cette culture dans ta propre vie. Quand tu accomplis ce que tu t'étais engagé à faire, récompense-toi. Un bon repas, une sortie, un moment de repos. Cette récompense n'est pas une faiblesse. C'est du carburant pour la prochaine étape. Sénèque mettait en garde contre l'excès dans les deux directions. Ne pas célébrer du tout mène à l'épuisement. Célébrer trop mène à la complaisance. Trouve l'équilibre. Reconnais tes progrès sans Y accroché. Apprends de tes échecs sans Y identifié. Cette flexibilité mentale est la marque du sage. Pour les échecs, voici une technique stoïcienne moderne. Donne-toi une fenêtre de 24 heures pour traiter un échec. Pendant ces 24 heures, tu peux être déçu. Tu peux analyser. Tu peux ressentir. Mais après 24 heures, tu passes à autre chose. Tu ne traînes plus cette déception. Elle a eu son temps. Maintenant, tu avances. Cette discipline temporelle empêche les échecs de définir ta vie. Épictète racontait l'histoire d'un athlète qui perdait une compétition. Deux réactions étaient possibles. Soit il abandonnait, convaincu qu'il n'était pas assez bon. Soit il s'entraînait plus dur, utilisant la défaite comme motivation. La différence n'était pas dans la défaite elle-même, mais dans l'interprétation. Le premier voyait la fin. Le second voyait le début. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. Cette phrase résume toute la philosophie stoïcienne face aux difficultés. Chaque échec, chaque obstacle, chaque difficulté n'est pas une déviation du chemin. C'est le chemin lui-même. C'est à travers ces défis que tu deviens plus fort, plus sage, plus résilient. Donc célèbre aussi les obstacles. Pas parce qu'ils sont agréables, mais parce qu'ils sont nécessaires. Voici un dernier exercice pour intégrer cette règle. Crée un journal de victoire. Pas un simple carnet, mais quelque chose de spécial. Chaque semaine, note tes 3 plus grandes victoires. À la fin du mois, relis-les. À la fin de l'année, relis tout. Tu seras stupéfait de voir combien tu as accompli. Parce que dans le quotidien, submergé par l'effort, tu perds de vue le progrès. Mais quand tu le documentes, il devient indéniable.
Et pour les échecs, note la leçon. Pas l'échec lui-même. Pas le récit dramatique. Juste la leçon. En une phrase. Cette pratique transforme chaque échec en sagesse. Et la sagesse accumulée devient ta plus grande richesse. Parce qu'elle ne peut pas être volée. Elle ne peut pas disparaître. Elle fait partie de qui tu es devenu. Sénèque disait que le sage mesure sa richesse non par ce qu'il possède, mais par ce qu'il a appris. Les biens matériels peuvent disparaître du jour au lendemain. Mais les leçons intégrées restent à jamais. Elles te façonnent. Elles changent ta manière de voir le monde. Et cette transformation est irréversible. Alors commence dès ce soir. Note tes 3 victoires d'aujourd'hui, même si elles te semblent minuscules, même si personne d'autre ne les reconnaîtrait comme des victoires. Ce qui compte, c'est que toi, tu les reconnaisses. Parce que cette reconnaissance construit quelque chose de profond, la confiance en ta capacité à avancer, la preuve que tu n'es pas immobile, la certitude que même quand c'est difficile, tu continues. Et cette certitude, répétée jour après jour, finit par transformer ta vie entière. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as parcouru un voyage avec moi. Nous avons traversé ensemble 14 règles stoïciennes qui ne sont pas de simples conseils de productivité. Ce sont des principes de vie qui ont guidé des empereurs, libéré des esclaves, éclairé des penseurs à travers les millénaires. Et maintenant, ils t'appartiennent. La question n'est plus de savoir si ces principes fonctionnent. Ils ont prouvé leur efficacité pendant 2000 ans. La seule question est, vas-tu les appliquer? Parce que voilà la vérité brutale que le stoïcisme t'enseigne. La connaissance sans action n'est qu'un divertissement intellectuel. Tu peux comprendre chaque règle, hocher la tête à chaque principe, et ne rien changer à ta vie. Ou tu peux choisir une seule règle, une seule, et l'appliquer à partir de maintenant. Cette unique règle, appliquée avec constance, transformera plus ta vie que la compréhension passive des 14. Marc Aurèle n'est pas devenu Marc Aurèle en lisant sur le stoïcisme. Il l'est devenu en vivant le stoïcisme. Chaque jour, dans chaque décision, face à chaque épreuve. Sénèque n'a pas écrit ses lettres depuis une tour d'ivoire. Il les a écrites depuis les tranchées de la vie romaine, confronté aux mêmes défis que toi. Le temps qui file, les distractions qui appellent, les gens qui déçoivent, les objectifs qui semblent hors d'atteinte. Épictète, ancien esclave, n'avait rien. Pas de richesse, pas de statut, pas de privilège. Mais il avait quelque chose que personne ne pouvait lui prendre, sa maîtrise intérieure. Et c'est cette maîtrise qui a fait de lui l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Plus influent que les empereurs de son époque. Plus mémorable que les généraux victorieux. Parce qu'il a compris que la vraie victoire ne se joue pas dehors, mais dedans. Aujourd'hui, tu vis dans un monde radicalement différent du leur. Mais les défis fondamentaux restent identiques. Tu cherches à te concentrer dans un monde de distraction. Tu cherches à construire quelque chose de durable dans un monde d'instantané. Tu cherches à vivre avec intention dans un monde qui t'invite constamment à réagir. Les outils ont changé, les écrans ont remplacé les forums romains, mais la bataille intérieure reste la même. Ces 14 règles sont tes armes dans cette bataille. Définis ta destination clairement. Élimine l'inutile impitoyablement. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Agis maintenant, pas demain. Protège ton matin comme un territoire sacré. Dis non sans culpabilité. Travaille par bloc de concentration profonde. Accepte l'inconfort comme un maître. Mesure tes progrès, pas tes résultats. Crée des rituels, pas des motivations. Visualise ta mort régulièrement. Coupe les chaînes numériques. Entoure-toi de gens qui s'élèvent. Célèbre les petites victoires, ignore les échecs temporaires. 14 règles. Mais tu n'as pas besoin de les appliquer tout en même temps. Commence par une. Celle qui résonne le plus fort en toi. Celle que tu sens être ton plus grand obstacle actuellement. Applique-la pendant 30 jours. Vraiment. Pas à moitié. Pas quand tu as envie. Chaque jour. Sans exception. Et observe ce qui change. Parce que voici ce que les stoïciens savaient et que la science moderne confirme. Tu ne changes pas ta vie en un grand geste héroïque. Tu la changes par de petites décisions répétées quotidiennement jusqu'à ce qu'elle devienne qui tu es. Chaque matin où tu te lèves avant que le monde ne te réveille, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Chaque fois que tu dis non à une distraction, tu votes pour tes objectifs. Chaque fois que tu persistes face à l'inconfort, tu votes pour ta transformation. Et ces votes s'accumulent. Imperceptiblement au début. Tu ne vois pas le changement jour après jour. Mais un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Que les choses qui te dévoraient avant ne t'atteignent plus. Que les objectifs qui semblaient impossibles sont maintenant à portée de main. Que tu as construit,
pierre après pierre, la vie que tu voulais vraiment vivre. Alors maintenant, une question pour toi. Quelle est la première règle que tu vas appliquer dès aujourd'hui? Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, écris-le en commentaire. Cet engagement public, même petit, est le début de ta transformation. Parce que quand tu déclares publiquement ton intention, tu actives quelque chose de puissant, ta cohérence. Ton cerveau veut que tes actions soient alignées avec tes déclarations. Utilise cette force à ton avantage. Et si cette philosophie résonne profondément en toi, si tu veux continuer à explorer les enseignements des stoïciens, abonne-toi maintenant. Nous publions chaque semaine une nouvelle vidéo pour t'accompagner sur ce chemin de maîtrise intérieure. La prochaine portera sur la technique stoïcienne de la négative visualisation, cette pratique qui transforme ta relation à tout ce que tu possèdes. Tu ne veux pas la manquer. Partage aussi cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Quelqu'un qui court dans toutes les directions sans jamais avancer. Quelqu'un qui se perd dans les distractions et se plaint de manquer de temps. Quelqu'un qui a des objectifs mais ne sait pas comment les atteindre. Ton geste pourrait être le déclic qui change sa trajectoire. Le stoïcisme ne te promet pas une vie facile. Il ne te dit pas que tes objectifs se réaliseront sans effort. Mais il te promet quelque chose de plus précieux. Une méthode éprouvée pour ne plus perdre de temps, pour concentrer ton énergie sur ce qui compte, pour avancer avec une clarté que peu possèdent. C'est une philosophie pour ceux qui ont compris que le temps est la ressource la plus précieuse et que chaque jour gaspillé est une trahison envers toi-même. Commence aujourd'hui. Pas parfaitement. Pas avec une discipline surhumaine. Juste commence. Choisis une règle. Applique-la demain matin, puis après-demain, puis le jour suivant. Et progressivement, tu construiras quelque chose que personne ne pourra te prendre, la maîtrise de toi-même. Cette forteresse intérieure dont parlait Marc Aurèle. Ce royaume invisible où tu es souverain. Cette liberté qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton regard sur elle. Les stoïciens ne cherchaient pas à échapper à la vie. Ils cherchaient à la vivre pleinement, avec intention, avec présence, avec force. Ils ont compris que tu n'as qu'une vie, que cette vie est courte, que chaque jour compte, et que la plus grande tragédie n'est pas de mourir, mais de n'avoir jamais vraiment vécu. Ton voyage vers la concentration, vers tes objectifs, vers la vie que tu veux vraiment vivre commence maintenant. Et je serai là, à chaque étape, pour t'accompagner avec les enseignements de ces sages qui ont traversé les siècles pour nous rappeler une vérité essentielle. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour accomplir ce que tu t'es fixé. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de clarté. Tu n'as pas besoin de plus de ressources. Tu as besoin de plus de concentration. Tu n'as pas besoin de plus de chance. Tu as besoin de plus de discipline. Et cette clarté, cette concentration, cette discipline, ces 14 règles stoïciennes te les offrent. Gratuitement, sans condition, testées pendant 2000 ans, validées par des millions de vies transformées. Maintenant, elles sont entre tes mains. La seule question qui reste est, qu'est-ce que tu vas en faire? Merci d'avoir été présent jusqu'au bout, mon ami. Merci d'avoir investi ce temps dans ton développement. Merci de faire partie de cette communauté de gens qui refusent la médiocrité, qui cherchent l'excellence, qui comprennent que la vie est trop courte pour la vivre par défaut. À très bientôt pour une nouvelle leçon de sagesse stoïcienne. En attendant, souviens-toi, tu es plus capable que tu ne le crois, plus fort que tu ne l'imagines, et plus proche de tes objectifs que tu ne le penses. Il suffit de commencer. Maintenant.